Bonjour à tous, bienvenue à la réunion d'information en ligne du service recrutement de MSF France. Donc la présentation va commencer à 18h30, dans juste une minute. Alors, je vais vous demander de bien couper votre micro pour ne pas perturber le déroulement de la réunion, de ne pas quitter la réunion micro ouvert pour téléphoner ou parler à votre entourage, comme cela arrive à chaque réunion. Donc moi, je suis Flora Escourou, je suis chargée de recrutement, je travaille à MSF depuis 2013. Et j'ai rejoint le siège en 2017. Et avec nous ce soir, Charlotte, qui est une expatriée de retour de sa première mission à MSF. Elle est psychologue et elle a fait sa première mission en Jordanie. Et elle témoignera pour vous. Donc, on va aborder une présentation rapide du service recrutement, les objectifs, les aspects pratiques, les modalités de ce webinaire, MSF et ses actions opérationnelles, le fonctionnement d'une mission de terrain, le témoignage et enfin les profils recherchés, leurs critères et le processus de recrutement afin de répondre à vos questions. Le responsable de service est Monsieur Marc Ferrier. On a une coordinatrice de recrutement qui s'appelle Corinne Puech. Aujourd'hui, en chargée de recrutement, il y a Mona Ramadan, moi-même, Marine Alves, Catherine Dedieu, Sabina Siganek et Christelle Le Serre. Nous avons la chance d'avoir deux assistantes, Laure Kem et Élise Vergrit. Les objectifs de cette réunion sont de vous faire comprendre un petit peu MSF et ses actions opérationnelles, de vous apporter le témoignage d'une expatriée pour que les choses soient plus concrètes pour vous, de vous présenter les profils recherchés, les critères et le processus de recrutement. Et donc, il faut bien que ça soit clair. Cette réunion concerne uniquement l'expatriation. Il faut savoir qu'MSF n'envoie pas de stagiaires ni d'internes sur le terrain. Et pour les postes au siège, stage et bénévolat, vous pouvez consulter les offres sur notre site internet msf.fr. Alors, pour le bon déroulement de la réunion, donc on va vous demander à tous de couper vos micros, de ne pas téléphoner à proximité pour pas perturber et faire des interférences, de ne pas activer l'icône de la vidéo ni audio. Sur le côté, vous avez un chat, vous pouvez poser vos questions et soit on y répondra au fur et à mesure, soit à la fin, plus probablement. Nous rappelons à tout le monde que nous organisions à Paris cette réunion 2 fois par mois et régulièrement dans nos antennes régionales qui sont sur plusieurs villes de France et que vous pouvez trouver sur le site internet. C'est l'occasion de rencontrer des bénévoles, des volontaires et l'équipe du recrutement. Voilà, donc vous êtes nombreux ce soir, donc c'est intéressant d'avoir tous ces profils médicaux, paramédicaux, non médicaux et certains dont on ne connaît pas les profils. La présentation générale de Médecins sans frontières. Avant tout, voilà, je vais vous faire une présentation rapide avant de vous parler de recrutement. Donc, MSF existe depuis plus de 40 ans. Nous sommes une organisation internationale, indépendante, médicale, humanitaire, d'urgence, fondée en 1971 par des médecins et des journalistes. Il y a 38 000 employés MSF sur le terrain. Nous recevons le prix Nobel en 1999 et 97,9% de nos fonds sont d'origine privée. MSF est une organisation internationale. Nous avons ce que nous appelons des centres opérationnels, ceux qui gèrent et créent les missions, qui sont regroupés comme ceci. Donc vous avez OCP, qui est le centre opérationnel de Paris, OCG de Genève, OCB de Bruxelles, OCBA de Barcelone et d'Athènes et OCA d'Amsterdam. En section partenaire, vous avez environ 24 sections qui nous apportent de l'aide en termes de recrutement, en termes de collecte de fonds et de communication. Notre charte, donc les Médecins sans frontières apportent leur secours aux populations en détresse, aux victimes de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, de situations de belligérance, sans aucune discrimination de race, religion, philosophie ou politique. Œuvrant dans la neutralité et en toute impartialité, les Médecins sans frontières revendiquent, au nom de l'éthique médicale universelle et du droit à l'assistance humanitaire, la liberté pleine et entière de leur exercice, de leurs fonctions.
Ils s'engagent à respecter les principes déontologiques de leur profession et à maintenir une totale indépendance à l'égard de tout pouvoir, ainsi que de toute force politique, économique ou religieuse. Volontaires, ils mesurent les risques et périls des missions qu'ils accomplissent et ne réclameront pour eux ou leurs ayants droit aucune compensation autre que celle que l'organisation sera en mesure de leur fournir. Ça, c'est vraiment notre base de travail, notre charte que nous respectons tous et que nous signons avant de partir en mission. Alors, nos différents domaines d'intervention. Nous avons l'absence d'accès aux soins, les conflits et les violences, les catastrophes naturelles, les épidémies ou pandémies. Agir en situation de conflit. Donc, cette photo a été prise dans un hôpital géré par MSF à Aden, au Yémen, où le conflit armé a évolué en guerre totale depuis 2015. Il faut noter que plus de 40% des opérations de MSF sont menées dans des zones de conflit armé ou d'instabilité. C'est assez énorme. Et ces opérations visent à venir en aide aux populations prises au piège d'un conflit ou fuyant des zones de combat et d'insécurité. La chirurgie. Il faut savoir qu'MSF a développé un large éventail de compétences chirurgicales au sein de ses activités. Ici, c'est l'exemple d'un hôpital à Amman, en Jordanie, en 2015. En situation de conflit ou de catastrophe naturelle, MSF peut déployer rapidement les ressources et les moyens nécessaires pour opérer les patients dans de bonnes conditions. Notamment, nous avons un hôpital gonflable que nous pouvons déployer très rapidement et c'est assez impressionnant. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, alors elles captent beaucoup l'attention des médias, mais en fait elles ne représentent que 2% de nos interventions. Nous avons les capacités d'intervenir, comme ici au Népal, après les tremblements de terre d'avril et de mai 2015, où nous avons été sur la zone en quelques jours. Les épidémies. Pour le champ des épidémies et pandémies, MSF a été l'une des premières à introduire les traitements pour le VIH, le sida, dans des pays pauvres très touchés par l'épidémie. Nous avons fait campagne pour faire baisser les prix de ces traitements et les rendre ainsi accessibles aux acteurs humanitaires. En 2014 et 2015, nous avons été en première ligne face à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Autres exemples pour lesquels MSF intervient, par exemple le choléra au Nigeria. Là, c'est un petit centre choléra avec les lits spéciaux choléra et les bacs en dessous pour recueillir les liquides. En Tanzanie, au Malawi, au Kenya, la rougeole en République démocratique du Congo, en RCA. Voilà, donc tout type d'épidémie ou de pandémie. La vaccination. Donc cette photo a été prise lors d'une campagne de vaccination rougeole en 2015 dans les camps de déplacés de Carnot en République centrafricaine. On est capable de vacciner des populations en situation d'urgence pour prévenir ou répondre à une épidémie. Et on soutient également les programmes nationaux de vaccination de routine. La malnutrition. Les chiffres de la malnutrition sont assez alarmants. On a près de 195 millions d'enfants dans le monde qui en souffrent, selon l'UNICEF. Les conséquences de cette pathologie sont particulièrement lourdes chez les enfants âgés de moins de 2 ans. Heureusement, la malnutrition n'est plus une fatalité, avec des moyens d'action rapides et efficaces. Nous utilisons aujourd'hui à titre préventif dans les grands foyers de malnutrition des pâtes nutritives, donc Plumpy Dose, Plumpy Nut, Nutri-Butter. Elles sont prêtes à l'emploi pour soigner les enfants souffrant de malnutrition sévère ou modérée. Et MSF fait campagne pour que les programmes de distribution alimentaire ajoutent ces pâtes pour les enfants. Donc là, vous avez une photo au Soudan du Sud d'un enfant qui va mieux. Recherche et accès aux soins. Donc là, on est ici au Mali et on soutient la recherche pour la création de médicaments et traitements efficaces et accessibles au plus grand nombre de patients. Par la campagne d'accès aux médicaments essentiels, la CAM, et depuis quelques années, grâce au DNDi, Drugs for Neglected Diseases Initiative, les actions de MSF ont contribué à faire baisser le prix des traitements contre le sida, à relancer la recherche et le développement de médicaments pour traiter les maladies négligées, comme par exemple la maladie du sommeil. Pour les maladies infectieuses, MSF s'efforce de mettre en place les protocoles et traitements les plus efficaces pour ces programmes, comme ici en Arménie, pour soigner
les tuberculoses résistantes en donnant accès à de nouvelles molécules en usage compassionnel. Des essais cliniques pour identifier des traitements plus courts, moins toxiques sont en cours. Nous avons aussi, côté paludisme, une chimio-prévention saisonnière que l'on met en œuvre au Mali, au Tchad et au Niger. Et pour le VIH-Sida, nous menons des programmes portant sur exclusivement la prise en charge des patients infectés par le VIH ou atteints de tuberculose. Et on a énormément de patients, notamment Malawi et Kenya. Les soins hospitaliers. Donc nous intervenons dans des hôpitaux, dans différents services comme la pédiatrie, la maternité. Les activités vont souvent jusqu'à la réhabilitation des structures vétustes et la prise en charge de la totalité des activités. Alors ici la photo, nous sommes à Rutshuru en République démocratique du Congo, où nous assurions les urgences chirurgicales et médicales et nous prenions en charge tous les services, donc pédiatrie, soins intensifs, médecine interne, urgence, maternité, néonatologie, brûlés, etc. Dans certaines circonstances, MSF fournit des médicaments et met à disposition du personnel dans les structures médicales qui ne sont pas les siennes, entre guillemets. L'accès à l'eau et assainissement. Donc MSF Fort et construit des puits, installe des systèmes d'assainissement et de distribution de l'eau et aménage des latrines. Et là, on a l'exemple de Maiduguri au Nigeria, avec des pompes. Le témoignage occupe une place importante chez MSF. Pour nous, l'action médicale est indissociable du témoignage lié aux activités de terrain. Les acteurs peuvent prendre la parole publiquement pour tenter de faire sortir une crise de l'oubli, alerter l'opinion sur des exactions commises loin des caméras, critiquer les insuffisances du système de l'aide ou lorsque l'aide est détournée de son objectif premier pour servir les intérêts politiques. Par contre, nous ne nous prononçons pas sur des sujets qui sont sans rapport avec nos opérations de terrain. Alors, la logistique est au cœur de notre expertise. Toutes nos opérations ne pourraient se faire sans une plateforme logistique performante. Nous avons acquis une grande expertise dans ce domaine. Il y a des centrales d'achat et des entrepôts en Europe, à Bruxelles, en France, où le matériel logistique et médical ainsi que les médicaments sont stockés. Donc cette filiale de MSF Logistique, assure l'approvisionnement des missions MSF en matériel, en médicaments, que ce soit pour les programmes réguliers ou les interventions d'urgence. Les entités satellites de MSF, donc nous avons le CRASH qui est le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Et le CRASH anime le débat et la réflexion critique sur les pratiques de terrain et le positionnement public de MSF. Épicentre s'occupe de l'investigation d'épidémies, la surveillance, l'estimation de la mortalité, les activités de vaccination. Et Épicentre a des bureaux dans différentes villes en Europe et en Afrique. Access Campaign, c'est la CAM, la campagne d'accès aux médicaments essentiels pour la recherche et la formation. Et le DNDi, donc Drugs for Neglected Diseases Initiative, pour obtenir des médicaments contre les maladies négligées. Nous nous impliquons dans la recherche et le développement de nouveaux traitements. Les moyens humains. Alors en 2016, MSF OCP, donc Operational Center of Paris, c'est 7522 équivalents temps plein occupés par du personnel national, 1987 départs de personnel international sur le terrain, 457 employés au siège parisien en incluant MSF Association, MSF la Fondation et État d'urgence production qui est notre production de films, de portraits, etc. Il y a des missions qui vont de 1, 3, 6, 1 an, 2 ans. Et la durée moyenne de mission est de 5,3 mois. Et pour les coordinateurs, 10,3 mois. Les moyens financiers. Alors, il faut savoir que 97,9% de nos ressources sont d'origine privée et ça implique notre indépendance financière. Et pour la répartition de ces fonds, 91,2% de ces fonds sont consacrés à notre mission sociale, donc à nos terrains.
Quelques chiffres sur nos actions dans le monde. En 2017, nous avions 86 projets dans 32 pays, deux gros budgets pour le Yémen et le Nigeria, 17,5 et 16,9, c'est énorme. Nous avons pris 45 817 enfants malnutris en charge. Nous avons fait 18 093 opérations chirurgicales et traité 476 308 cas de paludisme, ce qui est assez énorme. Quelques chiffres en 2017 pour vous montrer que 62% en 2017 de nos interventions étaient auprès de victimes de conflits, que ce soit en réponse aux violences directes subies par les populations, que ce soit auprès de réfugiés ou déplacés, ou en réponse à la déstructuration d'un système de soins lié au conflit. Donc c'est vraiment la majeure partie de notre activité, les victimes de conflits. 17% en réponse aux épidémies et pandémies. On n'a pas eu de catastrophe naturelle, donc 0%, et 21% auprès de victimes d'exclusion des soins ou de violences sociales. Alors, on va aborder maintenant le fonctionnement d'une mission. Donc, vous êtes nombreux à vous demander comment fonctionne une mission sur le terrain. Donc, ce schéma représente les différents niveaux d'intervention. Nous avons le premier niveau. Le terrain. Donc, c'est le lieu où est implémenté le projet médical et où se trouvent les équipes en lien direct avec les bénéficiaires. Et c'est aussi là où les premières missions sont affectées. C'est-à-dire que si vous êtes recruté, la plupart d'entre vous partiront sur le terrain et pas en coordination. Les équipes sur le terrain sont constituées de personnels nationaux et internationaux. Il y a en général plusieurs projets dans un même pays, chacun ayant une problématique médicale différente, mais obéissant à la même structure organisationnelle. Donc on distingue trois équipes, animées par un coordinateur de projet, ou Project Coordinator, PC, qui supervise la mise en œuvre des activités en lien avec l'équipe de coordination de la capitale, le deuxième niveau. Il développe les contacts avec les représentants locaux des autorités, les parties du conflit, les partenaires locaux et veille aussi à la sécurité, à la mise en place des consignes de sécurité pour son équipe et pour le projet. La taille et la composition de ces équipes dépendent de la nature de l'intervention et de ses objectifs. Donc nous avons une équipe médicale et paramédicale, donc ça regroupe un peu tous les métiers selon la typologie de projet. Une équipe administrative qui prend en compte les aspects financiers, budgétaires, ressources humaines, donc ça peut être règlement intérieur, contrat de travail, recrutement, licenciement, paye, etc. Une équipe logistique avec différentes spécialités dans la logistique, on verra ça un petit peu plus tard. Et l'équipe logistique, elle est structurée en fonction de l'activité médicale, donc elle est en support aux activités médicales, donc elle sera très différente. Si c'est une vaccination, si c'est de la gestion hospitalière, si c'est de la distribution alimentaire, mais aussi selon les besoins logistiques. Est-ce qu'il faut construire, est-ce qu'il faut refaire les latrines, est-ce qu'on a besoin de transport, etc. Donc voilà, le terrain, c'est trois équipes chapeautées par un coordinateur de projet qui a un gros rôle sur la sécurité et les relations avec l'extérieur. Au deuxième niveau, nous avons la coordination, la plupart du temps en capitale, et elle est unique pour un même pays d'intervention. Donc elle est animée par un chef de mission qui est chargé de coordonner les activités menées dans les différents projets de terrain. Il est responsable de la sécurité des équipes sur le terrain. Et pour chaque mission, l'évaluation des risques permet de définir les règles que l'ensemble du personnel doit suivre scrupuleusement. L'équipe de coordination travaille sur l'orientation à moyen et long terme des projets avec l'aide du coordinateur de projet et elle fournit un support technique à l'équipe sur le terrain. Le chef de mission, qui est en lien avec l'équipe du siège, que nous verrons au troisième niveau, planifie, coordonne la mise en œuvre des projets sur le terrain. Il représente l'association auprès des autorités nationales et auprès des autres partenaires. Et en équipe avec l'ensemble des coordinateurs, il définit la stratégie d'intervention et les activités qui y contribuent. Ensemble, ils maintiennent une réactivité aux urgences qui peuvent survenir dans le pays. Donc c'est vraiment un très très gros poste. Le coordinateur médical, il veille à la santé des équipes expatriées et nationales, que ce soit préventif ou curatif. Il est responsable de la gestion des commandes de médicaments et du matériel médical.
Il est le garant de l'adaptation sur le terrain des protocoles médicaux MSF et de leur application. Il peut s'appuyer sur les conseils du médecin de la cellule au siège, nous verrons après, et des spécialistes du département médical au siège pour des questions techniques. Il n'est pas tout seul et il n'est pas obligé de tout connaître. Nous avons ensuite le coordinateur logistique, donc il gère l'approvisionnement, les stocks, le transport, il appuie ses logisticiens terrain, il est responsable des moyens de communication qui jouent un rôle essentiel pour la sécurité. Il s'assure également de l'adéquation des structures de santé par rapport à l'hygiène, à l'énergie, à l'eau. Et enfin, il définit des réponses opérationnelles dans son champ d'activité, donc les abris les plus adaptés à une situation de déplacement de population, l'adéquation des infrastructures sanitaires, etc. Le coordinateur financier et ressources humaines, il est responsable de la gestion financière des programmes. Il prend en charge la partie administration des personnels nationaux et internationaux. Donc pareil, le règlement intérieur, grille des fonctions, niveau des salaires, couverture médicale, contrat, etc. Et à ce poste, il est possible parfois de recruter des gens avec soit une toute petite expérience ONG, soit parfois, pour les coordinateurs financiers, sans expérience ONG. Et ça va bien être le seul poste en coordination pour lequel on pourra recruter des gens qui n'ont pas d'expérience en ONG. Sinon, il faut passer par le terrain. Et au troisième niveau, vous avez donc le siège MSF, où on a le département des opérations qui est constitué de plusieurs desks, de plusieurs cellules. Alors, il y a les cellules régulières et une cellule des urgences. Chaque cellule gère en moyenne 4 pays, comportant eux-mêmes plusieurs projets à coordonner. La cellule d'urgence, elle gère les urgences. Et donc, le nombre de pays varie selon la période. L'équipe de la cellule est constituée d'un responsable de cellule qui est en lien avec le chef de mission, qui lui-même est en lien avec le coordinateur projet sur le terrain, ainsi que des représentants de chaque département en appui au département des opérations. Ces cellules, les équipes de ces cellules sont en support technique des équipes de coordination en capitale. Et le département des opérations est soutenu par le département médical, le département RH, communication, logistique, juridique et finance, parce qu'une seule personne ne peut pas connaître toutes les spécificités et les spécialités de sa profession. Alors, juste une petite chose, il est important de noter que MSF privilégie l'engagement à long terme des volontaires parce que en travaillant dans des contextes d'intervention différents, vous allez développer de nouvelles compétences, des nouvelles connaissances pour éventuellement accéder à des postes de responsabilité en coordination ou même au siège. Il y a vraiment des parcours possibles à MSF quand on a envie de progresser. C'est pour ça qu'on privilégie l'engagement à long terme. Alors, il y a des programmes de formation adaptés aux besoins de chaque expatrié et tout au long du parcours à MSF, les expatriés peuvent suivre différentes formations, que ce soit médicales, administratives, logistiques ou transversales. Et on forme à peu près plus de 1500 personnes par an, que ce soit du staff national ou international. Voilà, nous avons terminé avec cette partie sur le fonctionnement d'une mission MSF et nous allons maintenant aborder la partie travail sur le terrain. Alors, vous vous demandez sans doute comment se passe le travail sur le terrain avec MSF une fois recruté. Charlotte, qui est avec nous, est partie en première mission avec MSF en tant que psychologue sur un projet en Jordanie et elle va vous raconter son expérience. Bonjour, est-ce que tout le monde entend bien? Très bien. Alors je viens de rentrer, je suis rentrée fin novembre d'une première mission en Jordanie. Je suis docteur en psychologie, c'est-à-dire que j'ai un parcours où je suis psychologue clinicienne. C'est vrai que j'étais déjà un peu spécialisée en psychotraumatisme, mais bon, le terrain MSF c'est très particulier, je vais essayer de le décrire. Et j'avais déjà des activités d'enseignement. Donc oui, là on m'a fait remplir un petit peu l'année de diplôme, ça fait presque 20 ans que je travaille. J'avais fait des missions humanitaires uniquement ponctuelles, c'est-à-dire un mois et demi de formation. C'est la première fois que je partais 6 mois. Là, actuellement, j'ai repris des actions de formation. Et si je suis partie à MSF pour une mission de 6 mois, pour un temps plus long,
c'est parce que je travaillais depuis 12 ans dans un foyer de l'enfance qui fermait. Donc c'était vraiment, ça faisait longtemps que j'avais envie de tenter une expérience longue dans l'humanitaire. J'ai choisi MSF pour la rigueur, pour le professionnalisme, et je suis partie à la faveur d'une fin de contrat en décalant mes enseignements universitaires. Donc le parcours. J'ai pu me rendre, comme j'habite à Paris, à la réunion d'information en septembre, qui était animée par Marc ici et par quelqu'un qui revenait de mission. C'était vraiment bien de pouvoir lui poser des questions. Raison pour laquelle je suis ici, pour vous aider aussi. Donc la candidature en ligne, c'était un long dossier. Je trouvais ça très intéressant parce que ça fait réfléchir. Du coup, on se demande comment on va pouvoir aider, comment nos compétences vont pouvoir être appliquées sur le terrain. J'ai effectivement eu un premier entretien téléphonique avant l'entretien physique à Paris, qui comportait, c'est bien de le savoir peut-être d'emblée, une partie en anglais. Entretien téléphonique, une partie en français, une partie en anglais. Et de la même façon dans l'entretien à Paris, on a travaillé dans les deux langues. Et une fois qu'on m'a dit que j'étais sélectionnée, que j'étais retenue pour partir en mission quand il y aurait une disponibilité, on m'a inscrit sur une formation au premier départ, qui a eu lieu en mars. En fait, c'est moi qui ai expliqué, même si j'étais recrutée qu'en octobre, que je ne pourrais être disponible que fin mai, début juin. Donc on m'a inscrit en mars, mais il y a des formations assez régulièrement à MSF. C'est vraiment des formations qui sont nécessaires. Même moi qui ai 20 ans d'expérience, je trouve qu'on ne peut pas s'en passer. C'est très bien fait. J'ai eu la chance à nouveau sur le terrain pendant ma mission de bénéficier d'une formation d'une semaine. Et pour être enseignante, je peux dire que c'est vraiment des formations de qualité. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu de la chance à nouveau parce que j'imagine que c'est aussi des effets de dynamique, de terrain, de systémie. Pendant ma formation premier départ, ma gestionnaire de pool, donc la personne au HR, je parle un peu en anglais parce que je reviens de 6 mois d'anglais, la personne aux ressources humaines qui s'occupait de mon dossier, m'a contacté pendant cette formation pour me dire voilà, qu'il y avait une possibilité de mission, qu'à ce moment-là, on étudie la possibilité avec elle, on peut accepter ou éventuellement refuser si on pense qu'on n'est pas en capacité de rejoindre ce terrain-là. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé puisqu'il s'agissait d'intervenir auprès des réfugiés syriens à la frontière jordano-syrienne, mais côté jordanien. Finalement, on a beaucoup intervenu dans les camps de Zaatari, dans les zones autour de Mafraq et d'Irbid. Donc les compétences que j'avais me semblaient être adaptées. Le public auprès duquel on devait intervenir était aussi pour moi tout à fait adapté à ce que je pouvais proposer. Et donc les briefings, c'est vraiment juste avant le départ. Les briefings, c'est les quelques jours qui précèdent le départ, ce qui fait que pour les personnes qui sont pas comme moi à Paris, votre contrat commence quand il y a les briefings et pas quand vous prenez l'avion. Vous arrivez quelques jours en avance, vous rencontrez votre gestionnaire de pool, vous rencontrez dans l'idéal le technicien. Par exemple, pour moi, il y a quelqu'un qui à l'époque était Frédéric Drogoul, qui est aujourd'hui Greg Keane, qui coordonne tous les éléments de santé mentale à OCP, au centre opérationnel de Paris. Et c'est bien comme ça d'avoir un premier temps avec cette personne. J'ai aussi eu la chance de pouvoir être en lien avec la personne que j'allais remplacer sur le terrain. Donc ça prépare un petit peu, même si la vérité c'est que c'est sur le terrain qu'on comprend, mais c'est très agréable. Voilà. Et donc je suis partie le 2 juin. Voilà, j'avais mon billet d'avion pris par MSF. Alors voilà, pour 6 mois de mission. Le contrat c'était du 30 mai, donc ça a commencé avant mon billet, vous voyez, quelques jours avant, au 30 novembre. Donc rapidement le contexte, la Jordanie, comme le Liban, comme un certain nombre de pays limitrophes à la Syrie, ont accueilli un nombre très important de réfugiés au regard de leur population. En fait, les chiffres là-bas, on est autour de 650 000 réfugiés déclarés, enregistrés, mais si on compte ceux qui ne se sont pas encore enregistrés parce qu'ils sont entrés sur le terrain après y avoir été autorisés, on est à presque 1 million. Donc l'idée c'était d'intervenir auprès de publics qui non seulement ont vécu les circonstances effroyables de la guerre, donc en tant que psychologue intervenir auprès de personnes qui ont des syndromes de stress post-traumatique, auprès de personnes qui peuvent avoir des symptômes complètement envahissants qui leur permettent pas de vivre une vie quotidienne. Il y avait bien sûr ces éléments-là, mais il y avait aussi toutes les conséquences du déplacement, de l'exil, la vie dans un camp. On a eu beaucoup à faire à de la violence domestique, à des situations de violence physique envers les femmes et les enfants. Donc ce que j'ai trouvé en arrivant, c'est 2 cliniques qui finalement tournaient depuis longtemps. Et c'était un peu ma surprise, une bonne surprise.
parce que je sais qu'MSF c'est une ONG qui fait de l'urgence, et là j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait presque à un projet de développement, c'est-à-dire depuis des années avec des suivis, avec un personnel qui probablement à l'époque quand il a été recruté n'avait pas un très haut niveau de formation, et MSF avait soutenu la formation du personnel national, et ces gens avaient des masters de psychologie qui en Jordanie sont à un niveau assez élevé, et donc il y avait quelque chose qui tournait assez bien. Un à Irbid depuis déjà 2014, un autre à Mafraq, et avec vraiment une définition du soin. Enfin, moi j'ai trouvé ce que je recherchais en venant à MSF, c'est-à-dire un grand professionnalisme, des protocoles de soins extrêmement détaillés. C'est facile de s'insérer dans le projet parce que ça tourne. Après, il y avait des éléments qu'il fallait améliorer, mais il y avait des choses qui tournaient vraiment bien. Donc je suis arrivée comme psychologue expatriée. Et en fait, il s'est avéré que la personne qui était la coordinatrice du projet, enfin en tout cas, non, le PC c'est le coordinateur du projet, la personne qui est manager au niveau de la santé mentale. Parce qu'on avait un PC qui s'occupait à Irbid à la fois de la maternité, du centre de réanimation néonatale et des projets de santé mentale. Et donc il y a une manager qui s'occupe que de la santé mentale qui n'avait pas pu être remplacée. Quand je suis arrivée, ça faisait un mois qu'il n'y avait pas de manager. J'ai commencé sur mon poste de psychologue. Et puis au bout de 2-3 semaines, j'aurais dit, écoutez, vous avez des psychologues qui travaillent bien, de personnel national. Et il me semble que par contre, il y a beaucoup plus besoin d'un manager. Et je suis assez impressionnée par la façon dont, quand ils voient le sens, quand ils font confiance, comme ça, rapidement, des décisions sont prises. Et donc j'ai pris ce poste de Mental Health Activity Manager. Et on a travaillé comme ça à développer le projet, à enrichir encore les compétences de l'équipe. Donc il y avait deux grands objectifs sur place, c'était relancer la dynamique d'équipe. Elle était fragilisée parce que l'absence de manager avait entraîné des rivalités, avait entraîné des clivages. C'est des choses qui arrivent souvent. Moi je travaille beaucoup dans des institutions, il n'y a rien de si nouveau, mais dans un contexte humanitaire ça peut être vite déstructurant. Et puis l'idée aussi, c'était qu'Irbid, c'était une ville où ça s'était bien développé, où il y avait de plus en plus de services. Et on sentait qu'à Mafraq et surtout à Zaatari, il y avait beaucoup plus de besoins. Et donc réorienter le programme, les activités vers les familles les plus vulnérables. Donc les bénéficiaires, ce projet-là, c'était les enfants, c'est-à-dire tous les moins de 18 ans, qui étaient notre population cible, et avec l'idée de soulager les pathologies qui sont essentiellement liées à la guerre. Donc on avait beaucoup de syndromes de stress post-traumatique avec des angoisses majeures, des attaques de panique, des personnes qui ne sortent plus de la maison, des mères qui enferment les 7 ou 8 enfants dans la maison, dans le baraquement, dans l'espace dans lequel elles vivent, parce qu'elles ont trop peur que les gens aillent à l'extérieur, qu'il puisse y avoir des violences, des viols, et donc des symptômes qui sont quelquefois finalement autant liés aux conditions de vie, à l'isolement et à la violence extérieure, qu'aux conséquences de la guerre. Donc nous prenions en charge tout enfant dont les symptômes constituaient une entrave à l'adaptation sociale. Ça a été l'une des grandes complexités de la mission, c'est de bien tenir avec l'équipe nos critères d'admission. Parce que finalement, tout le monde vient avec son enfant, qui a de l'énurésie, c'est-à-dire qui fait pipi au lit, qui dort pas bien, et il fallait qu'on arrive à cibler. C'est là qu'on est encore une ONG d'urgence. Si vous voulez, même dans ces circonstances, on travaille depuis des années. Les enfants pour lesquels c'était le plus urgent, parce que leurs symptômes les empêchaient d'aller à l'école, les empêchaient de s'insérer socialement, les empêchaient de se développer. Ça, c'était un vrai travail. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on avait des prises en charge conjointes. Donc, non seulement on pouvait travailler avec MSF, maternité, MSF, néonatologie, ça veut dire que j'avais accès à des médecins, j'avais accès à des sages-femmes. Ça nous permettait de faire des réponses assez rapides quand on avait besoin d'orienter pour des soins médicaux. Ça nous permettait de répondre à des demandes d'avortement, ce qui est extrêmement tabou dans ces pays musulmans. Et donc, c'était, je dis c'était parce que la maternité a depuis passé son activité à une autre ONG, donc c'est un enjeu d'arriver à continuer à faire vivre cette intrication du médical et du psychologique auquel moi je crois complètement. Donc voilà, si vous êtes psychologue, si vous êtes psychiatre, on a besoin de psychiatre, on n'avait pas de psychiatre, et mon Dieu que ça m'a manqué. Il y en avait un en Jordanie, il y en avait un à Amman, dans la capitale, dans ce fantastique programme qu'ils ont de chirurgie réparatrice qui sert à tout le Moyen-Orient, où arrivent des gens du Yémen, de Syrie, d'Irak. Là, il y avait un psychiatre avec qui on travaillait, mais quelqu'un sur le terrain pour faire des prescriptions, pour faire des diagnostics un peu plus fins, ça me manquait beaucoup. Donc, vive les psychiatres.
Donc voilà, les soins, on était sur des choses extrêmement bien développées avec Yaya. Moi j'aime beaucoup cette idée qu'on est dans l'intrication du soin, de la formation du personnel et de la recherche. C'est-à-dire que tous les services de santé mentale MSF utilisent les mêmes tests pour évaluer leur efficacité. On fait passer un petit test assez simple au début de la prise en charge, on le réutilise à la fin, on réfléchit sur nos résultats, on a un recul sur notre action et c'est pas juste un truc intellectuel, ça soutient vraiment l'équipe. J'arrive à leur dire comment on travaille, ce qu'on fait, ce qui fonctionne. Donc on avait 8 à 9 psychologues parce qu'il y en avait une qui travaillait quand même beaucoup à parler de notre action dans les villages pour qu'on puisse développer de nouveaux terrains et ça nous permettait de faire 60 à 70 consultations par jour. En lieu, on était assez mobiles. On était peu d'expatriés. Pour ce que j'ai compris, la Jordanie, c'est un contexte assez particulier, qui est, on va pas se le cacher, beaucoup plus confortable que d'autres contextes. C'est-à-dire que je pense que les gens qui sont allés au Nigeria ou au Soudan, qui ont dormi sur des moustiquaires, dans des petites cabanes, c'était très différent. En Jordanie, moi, je trouvais ça presque trop confortable, même si je vais pas me plaindre, parce que du coup, on dort bien, on redémarre très très en forme. Et du coup, dans cette maison, je travaillais avec des gens qui n'étaient pas à mon contact dans la journée. Donc c'était du plaisir de les retrouver le soir et de se coordonner. Il y avait donc le PC, qui est le coordinateur de projet. Alors on parlait tous en anglais, parce que personne venait du même pays. C'était très agréable, ça pour moi, de me nourrir de leur culture. Ça va même dans la cuisine, ces choses-là. Et donc j'étais ravie parce que cet homme qui était très professionnel, il avait à gérer le handover de la maternité, c'est-à-dire que cette maternité tournait elle aussi depuis 2014 et IMC, International Medical Corporation, reprenait le projet. Et donc je me suis dit ça va lui prendre tout son temps, il va pas être là pour moi et pas du tout. C'était une très très bonne surprise. C'est quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur les plages en Grèce, qui connaissait bien les réfugiés, les enjeux de santé mentale et qui était très disponible. La MAM, donc c'est la Medical Activity Manager, la responsable des activités, qui s'occupait donc de la maternité et du NICU, le Neonatal Intensive Care Unit, c'est-à-dire une unité de soins néonataux. Donc là on avait, au moment où je suis arrivée, on n'en avait pas. Effectivement, je l'ai pas mis, elle est arrivée quand je suis partie. Il y avait un médecin néonatologiste. On avait un gros gap, là aussi, comme on dit, on avait un gros manque. Donc les médecins néonatologistes, on a besoin de vous aussi. Ça fait beaucoup de bien quand ils arrivent. Donc la MAM, c'était moi, Mental Health Activity Manager, responsable des activités de santé mentale. L'admin qui était... donc sur place, il y a des personnels locaux qui sont leurs assistants, qui sont tellement importants parce que c'est eux qui portent toute l'histoire du projet. Mais il y avait un expatrié qui était là et qui donc aidait beaucoup aussi dans la gestion des ressources humaines. Et puis, donc c'était moi au début l'expat psychologiste et j'étais remplacée par quelqu'un qui est arrivé après, c'était un vrai plaisir de travailler aussi. Et donc on avait, c'est important, l'outreach, on avait quelqu'un qui était dédié uniquement au travail en réseau, à l'orientation qui est essentielle. Par exemple, on a plein d'enfants qui sont dans les ordures, quoi, qui cherchent à rapporter un peu d'argent à la famille, qui du coup ne vont pas à l'école. MSF sur place, c'est pas son travail de trouver des écoles à ses enfants, de fournir un soutien financier aux familles. Donc on orientait, enfin, c'est un boulot énorme. Et donc on avait quelqu'un qui faisait ça et qui nous permettait aussi de découvrir de nouveaux terrains, d'aller dans de nouveaux espaces où il y avait des grands besoins. Et je trouve que le travail d'outreach, c'est indispensable. Moi j'arrive, je prends le projet. Si j'ai pas quelqu'un qui connaît déjà tout le network autour, je suis perdu. Donc la vie en mission, voilà, clairement, très confortable. Moi, ça m'a presque un peu embarrassée, même si c'est vrai que du coup, on arrive en forme. Faut pas se leurrer, pendant 6 mois, voilà, on dort bien, on mange bien, donc on donne le meilleur de soi-même. Mais c'est vrai que quand on rentre dans le camp de Zaatari, voilà, avec la boue, avec les conditions, il y a peu d'électricité, c'est un vrai décalage. Mais après, j'ai parlé avec mes collègues qui ont fait beaucoup d'MSF, qui m'ont dit qu'au Sud-Soudan, au bout d'un moment, ils étaient malades, ils étaient épuisés, et qu'ils aidaient moins bien. Donc, je critique pas. Mais vous dites pas que vous aurez forcément la douche chaude, la chambre individuelle, la grande cuisine où on peut faire plein de choses, où on peut, voilà. Je pense que me suis trouvée dans une mission qui, parce que c'est la Jordanie, c'est aussi pas un hasard si c'est là qu'on a ce magnifique hôpital, parce que c'est là qu'on a vraiment de très bonnes conditions de travail. Je pense que c'est exceptionnel. Avec les autres expatriés, j'ai bénéficié d'une excellente atmosphère de travail. Bon, alors très pro, mais moi j'étais venue pour ça, donc je suis ravie. Pas de beuverie, pas de n'importe quoi. Vraiment, on se pose, on est chaleureux, on partage un repas, on parle de travail, c'est vrai, mais parce qu'on se voit pas dans la journée. Mais on échange aussi sur des tas de choses de nos vies. Enfin, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ça fait vraiment partie du plaisir de la mission, ce partage avec des gens du monde entier.
Qu'est-ce que j'emporte? Honnêtement, à nouveau, en Jordanie, il y a des malls, quoi. Il y a des supermarchés, vous trouvez votre shampoing préféré. Donc, comme dans presque tous les pays, les filles, remplissez vos sacs de tampons hygiéniques. Hein, parce que ça, on n'en trouve pas. Surtout dans les pays musulmans où il y a des idées qui font que peut-être l'utilisation des tampons pourrait faire disparaître la virginité. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment très peu présent. C'est pas représentatif. Hein. Je pense que dans la plupart des autres missions, il y aura beaucoup de choses à emporter. Hein. Mais là, moi, ça me faisait rire quand je voyais la super italienne qui est arrivée pour me remplacer, dire mais il n'y a pas de bon café, je me t'aurais dû emmener le tien. Mais à part ça, il n'y a pas de problème, on trouve tout. Hein. Et puis, c'est pas un endroit où il y a nécessité à se voiler. Par exemple, moi, j'avais été en Afghanistan ou en Iran. Voilà, là, il faut vraiment avoir une tenue extrêmement sobre. Là, en Jordanie, faut couvrir les genoux et les épaules, quoi. Vous avez des pantalons, des t-shirts un peu longs, enfin, j'ai pas trouvé qu'il y ait des choses très difficiles. Bon, il y a des garçons dans la rue qui sont pas chaleureux, mais c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Donc les conditions de travail concrètement en semaine, on partait vers 7h moins le quart, parce qu'on allait vers des terrains souvent un petit peu éloignés. On rentrait plus tôt que ce que je connais à Paris, c'est-à-dire vraiment vers 6h moins le quart. Mais souvent, à nouveau, on se posait, on mangeait tôt, et on faisait des petites réunions entre nous, un petit peu de travail en soirée. Le week-end, on alternait le travail et la détente. On avait la grande chance d'avoir un véhicule à disposition. Donc on pouvait aussi l'utiliser pour faire des courses, pour aller vers des espaces de repos. Et je me suis fait un break d'une semaine, et ça je trouve que c'est très important, parce que j'ai vu, par exemple, le projet coordinateur, on lui avait dit 4 à 6 mois pour le handover, il est resté un petit peu plus de 5 mois, et je trouvais qu'à la fin il était quand même assez fatigué, qu'il avait perdu du poids. L'expat psychologiste, à un moment je la trouvais vraiment fatiguée, la psychologue, elle a pris sa semaine, elle est revenue, wow, pleine pêche, super. Et moi cette semaine à Chypre m'a fait beaucoup de bien. Je suis allée à Chypre parce que c'est juste à côté. J'ai suivi le conseil MSF qui disait n'essayez pas de rentrer chez vous parce que vous allez essayer de voir tout le monde, de faire toutes les choses que vous n'avez pas pu faire. Vous allez être complètement épuisé. Et donc je trouvais que c'était une très bonne idée. Donc je ne l'ai pas fait. Personnellement, comme j'avais un père très anxieux, j'ai dit écoutez, venez me rejoindre à Chypre, on va se balader, on va voir les petites églises. Du coup, je les ai vus que eux, mes parents, tranquilles, ça a pu les détendre. Ils sont partis, j'étais rassurée de les avoir rassurés, je m'étais reposée, je suis revenue bien. Mais j'ai pas essayé de faire la fête avec tous les copains, avec l'amoureux, avec tout le monde, parce que je pense qu'on rentre encore plus crevé, plus frustré de celui qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas dit. Hein. Donc là, c'était bien parce que la plage en bikini, quoi. Après la Jordanie, j'ai trouvé ça super agréable. Donc je suis rentrée avec du chocolat, des cadeaux, j'ai reboosté l'équipe et on est reparti avec plaisir. Au niveau de la sécurité, à nouveau, c'est un contexte, même si on est à la frontière syrienne, même si ça a bombardé en juin et en juillet, hein, ça tombait pas en Jordanie, ça tombait un peu dans les champs juste de l'autre côté de la ligne, mais on n'a pas été en danger. Donc je suis dans une situation, à mon avis, de grande liberté qui ne correspond pas à la plupart des terrains. Hein. Nos déplacements étaient libres le jour, ce qui signifie que je pouvais aller à pied au travail si je le souhaitais. La nuit, je ne pouvais pas. Il fallait qu'on soit à plusieurs ou accompagnés en voiture. Les risques étaient très limités, c'est-à-dire en gros la conduite automobile des Jordaniens, qui est l'une des pires que j'ai vu avoir. Hein. Voilà. Et j'en ai vu. Donc effectivement, je peux la comprendre quand elle me dit non, tu rentres pas la nuit parce qu'en fait, ils roulent à tombeau ouvert et on les voit moins bien la nuit. Et puis certains mouvements de foule à Zaatari Village. Le camp a vraiment des règles extrêmement structurées, ce qui fait qu'il n'y a pas de débordement. Et j'ai envie de dire, c'est terrible s'il y en a un. Les gens sont déportés dans un autre camp beaucoup plus sécurisé. Alors que dans le village où des gens sont parvenus à sortir du camp, essayent de vivre une vie un peu autonome mais sont extrêmement pauvres, c'est là qu'on a voulu faire la petite fête du jour de la santé mentale, le Mental Health Day qui tombait le 10 octobre. On a fait quelque chose de très sympa avec les enfants et les mères qui étaient déjà nos patients, avec des jeux, une grande tente à l'extérieur. Et puis sont arrivés tous les enfants des ordures, toutes les personnes un peu désœuvrées qui nous réclamaient de la nourriture. Ils ont commencé à prendre des cailloux, à se lancer dessus. Voilà, il a fallu très clairement que j'évacue, que j'organise, que je structure, et je pense que ça aurait pu faire du vilain. Ça s'est finalement bien passé, mais on était tous très tristes, si vous voulez, de pas avoir suffisamment anticipé ces risques-là. Donc voilà, je crois qu'il faut toujours se dire, même si tout semble calme, on ne sait pas ce qui peut se passer d'un coup. Donc le stress, moi personnellement, je me suis jamais sentie en danger. Hein. Par contre, ça a bombardé sur Deraa. Hein. Si vous êtes dans le coin, vous avez dû suivre à la télévision en juin et en juillet. Il y a vraiment eu une action du régime là, de Bachar avec essentiellement l'appui de l'armée russe pour éradiquer ce qui était le bastion de l'opposition. Hein. D'où venaient la plupart de nos patients, ce qui était terrible à vivre pour eux, parce que leur maison était en cendres et des proches mouraient. Et donc moi, je me suis jamais sentie en danger, mais les vitres ont tremblé la nuit quelquefois et c'était très douloureux de savoir qu'au moment où ça tremblait chez nous, là-bas, il y avait des personnes qui mouraient. Hein. On dormait pas bien, quoi.
Et puis le harcèlement sexuel dans la rue qui est pesant à la longue, qui n'est pas forcément très différent de la place Pigalle près de laquelle j'habite, mais qui au bout de 6 mois, quand on n'a pas le droit de répondre, parce qu'il faut pas, parce qu'on pourrait se mettre en danger, puis on peut pas, parce que c'est de l'arabe, mais les gestes disent tout, hein. On comprend bien ce qu'on nous dit. Et que du coup, moi, en français, je peux nous ramener tous les deux vers la dignité avec des phrases un peu en arabe, je peux pas. Donc au bout d'un moment, mais voilà, on riait le soir, on discutait avec les collègues des mots qu'on pourrait dire dans toutes les langues, enfin, on trouvait une façon de faire avec. Mais c'est vrai que pour une femme, certains terrains peuvent être pesants, et il faut l'anticiper parce que s'énerver n'est jamais une bonne réponse. Et donc il faut arriver à en parler après, à se décaler. La psychologue expatriée qui en souffrait vraiment beaucoup se voilait pour que ça se passe mieux, et ça se passait pas mieux. Parce qu'en fait, comme elle était occidentale, elle était tchèque en l'occurrence, c'était toujours la même chose. Notre façon de marcher, elle avait la peau très blanche. Bon. Mais c'est vrai que si on n'a pas enfin, moins on montre la peau, plus on est tranquille. Hein, c'est certain, c'est certain. Donc, en conclusion, moi ce que je retiens de MSF, c'est que je suis très contente du professionnalisme. Professionnalisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont rigoureux, ne cherchent pas leur propre intérêt, ne cherchent pas à s'aliéner d'autres personnes pour paraître un peu plus important. Enfin, on a vraiment une situation même hors des repères. On a un tel cadre de travail que c'est simple de structurer le quotidien. Dès que j'ai une question compliquée, je fais un Skype, enfin on me donne un nom, je parle à mon PC qui quelquefois parle au chef de mission qui est à Amman, immédiatement, mais je ne sais pas quand ces gens-là dorment, hein, j'ai une réponse. Et je peux contacter, par exemple, j'avais une de mes psychologues qui avait aidé des gens qui avaient été violés, des enfants, leurs parents voulaient aller au tribunal, ce qui est rare, donc c'est vraiment bien, voulaient savoir si la psychologue pouvait témoigner, et je voulais savoir comment MSF pouvait l'assister, l'accompagner là-dedans, les risques qu'elle courait éventuellement, et on m'a fait passer par rebond quelqu'un qui m'a appelé de je sais pas quoi, de New York, enfin, et hop, en anglais, j'ai eu mes réponses qui existent, comment ça fonctionne, les protocoles, enfin, dès que je mets le doigt sur une question qui pour moi est un peu complexe, 10 personnes ont pensé à ce truc-là avant moi, et j'ai des réponses. Ça, pour avancer vite, c'est extraordinaire. Et puis la possibilité de développer des projets qui tient tant à, j'ai envie de dire, à la confiance qu'on vous fait une fois que vous montrez, que vous savez élaborer. Enfin, bien sûr, ça ne vient pas comme ça, quoi. J'ai fait des statistiques, je suis remontée sur le projet, je leur ai expliqué où pour moi étaient les besoins et pourquoi il fallait évoluer plus vers Zaatari. Et donc, non seulement la confiance qui vient là-dedans, mais la rapidité avec laquelle on développe des budgets. J'étais au moment de ce qu'on appelle le MAP, qui est la mise à plat, où finalement, on doit décider de la suite du projet. Et puis, c'était un peu en question, comme ça faisait longtemps que c'était là, qu'il y avait d'autres besoins ailleurs qu'en Syrie. Peut-être que le projet n'allait pas durer très longtemps. Et en fait, ça a été prolongé longtemps parce que j'ai pu justifier. Et aussi parce qu'MSF est la seule ONG à être indépendante. Donc, la seule à pouvoir dire, on pense qu'il y a un besoin, on donne de l'argent, on n'a pas besoin de demander un donneur. On n'a pas besoin de chercher un sponsor pour ça. L'argent est là, quoi. Et donc ça, c'est absolument fabuleux. C'est ce que j'ai mis. Grande satisfaction de répondre à un besoin humanitaire indépendamment de la logique financière. C'est-à-dire, c'est pas, ben oui, mais le sponsor veut aller au Yémen. C'est, je convainc MSF qu'il faut pas lâcher les réfugiés syriens pour le moment parce que il y a une grande fragilité, parce que, en fait, les fonds refluent. Donc, je suis arrivée en juin et j'ai quitté ces gens plus pauvres que je suis arrivée. Vraiment. Beaucoup plus pauvres, beaucoup plus vulnérables, financièrement. Et donc, c'était pas le moment de partir, je crois. Peut-être dans un an. Il y a une transition qui se sera faite, mais là, tout de suite, non. Et donc, c'était très agréable, une fois qu'on apporte bien sûr des arguments, qu'on n'est pas que sur de l'affectif, hein, vraiment sur du professionnel, de voir que ça suivait. Très agréable de travailler en anglais avec une équipe internationale, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que j'ai pu développer des compétences professionnelles, j'ai pu m'enrichir personnellement. Voilà, donc je suis ravie. MSF a choisi de maintenir ses activités dans des zones où l'aide internationale reflue du fait du tarissement des financements. Je me voyais écrire à mes amis, aux gens que j'aimais à Paris, l'espoir recule, nous avançons. Et c'était très agréable. C'était vraiment ça. Hein. Il y avait un par un les services qui s'éloignaient, qui fermaient, et nous on avançait un peu plus loin dans les zones fragiles quand les gens reculaient. Saint-Tropez est une ville jordanienne moderne, très occidentalisée. On se sent un peu éloigné de des réfugiés syriens. Ça, c'est mon regret. C'est que peut-être si j'en refais une un jour, parce que c'est pas pour tout de suite, là, je vais revenir à ma vie à moi, j'aimerais un lieu un peu moins occidentalisé où vraiment je me sens avec les gens. Parce que je me sentais un peu coupable, pour être honnête, de me refaire 1 heure de route, d'arriver dans ma petite maison bien confortable et de quitter la boue de ces gens. Et voilà. Mais ça, c'est moi. Parce qu'objectivement, c'est aussi comme ça qu'on travaille bien, et on a très bien travaillé. Très bien. Par contre, pour l'équipe, ça m'obligeait à rappeler souvent qu'on faisait de l'humanitaire. Parce qu'ils avaient des logements très confortables. Je veux dire, les Jordaniens et les Palestiniens qui faisaient partie de mon équipe et qui j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler,
avait des locaux extrêmement confortables, avec des horaires du 9-17. Et on peut finalement avoir l'impression d'être une clinique qui fonctionne en Jordanie, puis qui reçoit des patients, puis qui fait un super bon boulot, mais d'oublier d'où ces gens sortent quand ils viennent jusqu'à nous. C'est pour ça que je suis contente qu'on soit rentré dans le camp, en fait. Et il y en a quelques-uns qui ont ouvert les yeux comme ça, parce que c'était des super psychologues d'Irbid, mais qui n'étaient jamais rentrés dans un camp de réfugiés. Et donc voilà, c'est important de leur rappeler ce qu'on fait et d'où ces gens viennent. Ce qui est très très bien aussi, c'est qu'MSF paye les frais de transport pour qu'ils arrivent jusqu'à notre clinique quand on ne pouvait pas aller jusqu'à eux. On rembourse au déplacement en bus ou même en taxi pour qu'ils arrivent jusqu'à nous. Ils font vraiment ce qu'il faut pour que le soin soit efficace. Donc personnellement, j'avais fait que des missions courtes de bénévolat, vous voyez, c'est-à-dire que j'avais pas un statut de volontaire, on me payait mon billet d'avion, mon hébergement, puis je formais en général en anglais. Par exemple, j'avais été avec Asmae, Sœur Emmanuel, aux Philippines. Et je logeais vraiment dans les communautés, donc j'avais beaucoup aimé. Donc si je devais faire ça à nouveau avec MSF, c'est vrai que j'aimerais bien. Et puis peut-être un peu moins long parce que personnellement 6 mois ça a été un petit peu long pour moi. Mais je crois que je suis une exception parce qu'à nouveau, dans cette maison, il y avait 3 expatriés pour qui c'était la première fois. Il y avait l'admin, l'expat psychologist, et puis la néonate qui est arrivée juste au moment où j'allais partir. Et tous disaient, on rembraye quoi. On rembraye, c'est génial, on se repose un mois ou 2 et on repart. Voilà. Donc, parce qu'effectivement, ça peut être un nouveau terrain, une nouvelle découverte. Mais globalement, je suis très très satisfaite de ce que j'ai découvert, appris, de ce que je ramène avec moi. Et donc, je redémarre sur mes activités professionnelles ici en France, riche de cette expérience. Merci beaucoup Charlotte. Et puis ouais, merci à tous ces volontaires engagés sur le terrain. Hein. C'était très intéressant. Merci à toi. Voilà, pour nous rejoindre, vous êtes déjà sur la bonne voie hein, en participant à cette réunion d'information. Donc là, on va aborder quelques informations importantes sur le recrutement qui vous aideront à mieux préparer votre projet d'engagement avec MSF. Alors, le type de personnel que l'on recrute, ça va être des médecins, bien sûr, avec différentes spécialités, des pharmaciens, des chirurgiens, des anesthésistes. Le personnel paramédical, ça va être des techniciens de laboratoire, des infirmiers, des psychologues. Et là, vous avez un petit peu toutes les spécialités à peu près. On a oublié, excusez-moi, d'insérer les médecins réanimateurs, les infirmières néonates et pédiatriques. Et je crois que je n'oublie personne. Donc, je vous laisse parcourir hein, les différents métiers. Voilà. Au niveau du personnel non médical, vous avez les logisticiens avec différentes spécialités que l'on va regarder tout à l'heure, les responsables finances et ressources humaines, hein, comme on a vu sur l'organigramme des organisations des missions. Alors, quels sont les critères pardon, je vous laisse lire quelles sont les spécialités des logisticiens et des administrateurs. Ok. Les critères de recrutement. Alors, de façon générale, mais on abordera les spécificités métier par métier, on demande le diplôme et 2 ans minimum selon le profil d'expérience hors stage. Il y a un niveau d'anglais intermédiaire qui est requis, c'est le niveau B1 sur la grille européenne. Vous pouvez la trouver directement sur Internet et aussi plus d'infos sur le site. On vous demande une disponibilité de 6 à 9 mois. Après, bien sûr, il y a des choses logiques, hein, c'est disposition à travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelles, une expérience d'encadrement et de formation
est un plus, un engagement institutionnel. Voilà, il y a énormément de choses qui feront que votre candidature est atypique et donc intéressante pour nous. Sont aussi valorisés un engagement associatif, quel que soit le type d'association, que ce soit écologique ou médical, hein, peu importe, une expérience de voyage, surtout en backpack, parce que il faut s'ouvrir au monde, il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir s'adapter sur le terrain, et bien sûr que votre projet soit bien préparé, que ça soit pas quelque chose de complètement fantasmé. Autre élément important, il n'y a pas de départ en famille ou en couple. C'est vraiment réservé à certains postes en coordination et pour des volontaires très expérimentés MSF. Donc voilà, c'est important. Et nous recrutons pour un pool, pour un vivier métier et non pas pour un pays ni un projet en particulier. Ça veut dire que quand vous serez recruté, vous allez faire partie d'un pool, donc d'un vivier métier, alors par exemple administrateur, et le gestionnaire du pool sera celui qui vous proposera une mission selon votre profil, vos disponibilités et nos besoins. Au niveau des critères de recrutement, nous avons pour les médecins généralistes le diplôme, 2 ans d'expérience hospitalière et ça c'est nouveau, c'était 1 an avant. Donc ceux qui avaient regardé sur le site, voilà, notez bien qu'aujourd'hui c'est 2 ans d'expérience hospitalière hors stage que l'on demande. Anglais B1 dispo 6 à 9 mois, ça c'est pareil. Pour pédiatre, épidémio, réa, infectieux, c'est le classique, donc le diplôme de spécialité, anglais B1 et dispo de 6 mois. Pour les urgentistes, on peut faire des missions de 3 mois parce que sur une grosse urgence, au bout de 3 mois, il faut qu'on rentre se reposer. Pour les psychiatres, ça peut être la validation du 6e semestre de la spécialité. On n'a pas besoin d'attendre le diplôme de spécialité en psychiatrie. Et par contre, le niveau d'anglais est plus important parce qu'il peut y avoir des consultations en anglais, des consultations avec des traducteurs. Donc là, on demande un niveau d'anglais B2 et c'est très important. Et là, ce sont des dispos de 3 à 6 mois qui sont demandés pour les psychiatres dont nous avons beaucoup besoin, comme vous l'a dit Charlotte. Juste, pardon, je reviens sur la slide. Il faut que je vous dise pour les médecins généralistes, on a beaucoup d'attentes avant d'obtenir la première mission parce que nous avons beaucoup de médecins dans le pool. Il y a beaucoup de gens qui ont été recrutés et qui sont en attente d'un départ en mission, ce qui fait que on peut une fois qu'on est recruté, attendre 6, 9 ou même 12 mois avant d'obtenir sa première mission. Donc c'est très long, il faut en être conscient avant de postuler et aussi ça permet de savoir comment on va s'organiser. Pour les autres médecins, en général, c'est 3 à 6 mois après le recrutement. Et pour les psychiatres, en ce moment, c'est beaucoup plus rapide. On a malheureusement des gros gaps sur nos terrains. Pour les métiers du bloc, donc il est nécessaire d'avoir les diplômes pour les chirurgiens, les gynécologues obstétriciens et les médecins anesthésistes, bien sûr. Pour les chirurgiens, il faut 2 ans d'expérience. Dispo 3 à 4 semaines minimum. Les gynops, dispo 3 à 4 semaines minimum. L'anglais n'est pas un critère, vous le noterez pour les chirurgiens et les gynécologues obstétriciens, les médecins anesth et les YAD. En revanche, c'est un gros plus parce que, notamment pour les gynécologues obstétriciens, on en a énormément besoin au Moyen-Orient. Donc, si vous ne parlez pas anglais, vous aurez beau être recruté, vous aurez du mal à partir en mission. Voilà, ce sont des spécialités que l'on recherche et en ce moment particulièrement les gynécologues obstétriciens. Les infirmières anesthésistes, les YAD, donc c'est le diplôme d'infirmière plus la spécialité avec 2 ans d'expé et une pratique autonome dans son bloc avec une dispo d'1 mois minimum. Et pour les infirmières de bloc, par contre, c'est différent. On demande le diplôme infirmier. On peut demander le diplôme de spécialité s'il y a, ou bien faisons fonction d'infirmière de bloc avec 4 ans d'expérience.
dispo de 1 à 6 mois et anglais B1. Donc voilà, IBOD, c'est différent des autres métiers du bloc. Pour les autres professions médicales, les sages-femmes, donc diplôme et 2 ans d'expérience, il vous faut absolument une expérience en accouchement compliqué. Anglais B1 et dispo de 6 mois. Quand vous avez un bon niveau d'anglais, c'est plus facile de partir en mission parce qu'encore une fois, on a énormément de missions au Moyen-Orient et donc anglophones. Les pharmaciens d'officine, il faut 2 ans d'expérience, anglais B1 et dispo de 6 mois. Et les pharmaciens hospitaliers, ça peut être le diplôme ou 4 semestres validés. Donc en étant interne. Anglais B1 et dispo de 6 mois. C'est pareil, hein, on recrute pas mal de pharmaciens, surtout hospitaliers. Les métiers paramédicaux, les infirmières et infirmiers, donc on demande le diplôme plus 3 ans d'expérience professionnelle hors stage, dont 2 ans en hospitalier sur au moins 2 services différents, une disponibilité de 6 à 9 mois. Et avoir voilà, voyagé en milieu tropical, etc. C'est un plus. À savoir que malheureusement, le délai d'attente est très très long pour les infirmières avant de partir en mission. Pour les infirmiers généralistes, nous vous invitons à postuler dans quelques mois parce que on ne pourra pas vous recevoir étant donné que le pool d'infirmiers est vraiment rempli avec énormément de gens qui attendent leur première mission. Donc on vous demande de postuler dans quelques mois. Si vous postulez, il y a de grandes chances qu'on vous fasse cette réponse, hein, repostuler dans quelques mois, sauf les profils très atypiques, type cadre de santé. Néonat, pédiatrie, néonat et pédiatrie, il faut avoir aussi un bon niveau d'anglais. Voilà. Pour technicien de laboratoire, épidémio et kinésithérapeute, diplôme, 2 ans d'expérience, anglais B1, dispo 6 mois. Et ce qui change pour les psychologues, c'est anglais B2, comme les psychiatres, hein, ça fait sens. Et ensuite, par contre, pour les kinés-spécialistes, on demande le diplôme de spécialité, 2 ans d'expérience, hein, générale ou de spécialité, et une dispo de 2 mois minimum. Et un anglais B1. On les fait partir sur des plus courtes périodes, étant donné qu'ils vont vraiment faire de la formation et repartir ensuite de la mission. Les logisticiens. Donc, toutes les spécialités qu'on a vues tout à l'heure ne nécessitent pas tous un diplôme. Nous, ce qui nous intéresse à MSF, c'est beaucoup l'expérience plus que les diplômes. Après, bien sûr, pour être architecte, il faut avoir un diplôme. Pour être un spécialiste en eau, hygiène et assainissement, en général, il faut un diplôme aussi afférent. Mais il n'y a pas d'obligation de diplôme sur le site. Hein, vous verrez, c'est vraiment votre expérience qui va jouer. Donc, c'est 2 ans d'expérience minimum. Dispo 6 à 9 mois, sauf 1 mois pour les électriciens et anglais B1. C'est pareil pour les logisticiens, le pool est très très rempli et il y a entre 9 à 18 mois d'attente. 18 mois en étant pessimiste, mais voilà, l'attente va être très longue. Donc c'est pareil, les logisticiens, essayez de repousser votre candidature de quelques mois ou bien soyez conscient qu'on peut vous faire soit une réponse négative, soit vous voir quand même, mais vous dire voilà, vous partirez que dans 1 an, quoi. Les administrateurs, c'est 2 ans d'expérience, anglais B1, et là, c'est par contre, ils disposent de 6 à 12 mois. On demande un investissement un peu plus important. Pour les administrateurs, en général, c'est 3 à 6 mois maximum d'attente. Hein. Il n'y a pas de, c'est à peu près la moyenne sur les autres métiers. C'est toujours un peu plus long que les autres ONG peut-être, parce que on recrute par logique de pool. Dans tout ça, qualité et atout, vous devez être flexible, adaptable et réactif. Hein. Je pense que vous imaginez bien pourquoi. Avoir des bonnes capacités de résistance au stress. Pour les médicaux-paramédicaux, la spécialisation en médecine tropicale de catastrophe est un plus. Avoir un diplôme de santé publique ou internationale est un plus aussi. Et on aime bien, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y ait un investissement associatif ou institutionnel qui montre d'ores et déjà un engagement de votre part sur un domaine non spécifique et pas forcément relié au médical.
Voilà. Pour les conditions de départ, donc vous avez un statut de volontaire la première année. Volontaire ne veut pas dire bénévole. La rémunération d'un volontaire est de 1 134 € par mois non imposables, versés aux ressortissants français. Non, vous ne cotisez pas pour les droits au chômage. Et pour les résidents hors section MSF, c'est 1 111 €, donc il y a assez peu de différence. Et donc ça, c'est pendant les 12 premiers mois de mission que l'on touche cette indemnité qui n'est pas imposable. Les gens qui ont une expérience avec des autres ONG internationales, on reprend cette expérience à 50%. Donc on diminue votre période de volontariat à 50% des expériences que vous avez eues avec une autre ONG. Donc, s'il n'y a pas le droit au chômage, MSF cotise quand même à la caisse de retraite des Français à l'étranger, et donc aussi à la sécurité sociale. Et votre mutuelle, la mutuelle MSF vous couvre 3 mois après le retour. On en parle un petit peu plus après. Après 12 mois consécutifs de volontariat, vous passez donc au statut de salarié. Et là, c'est un CDD, et donc le salaire commence à 1 531 jusqu'à 4 091 brut pour les résidents français, selon le niveau de responsabilité et l'expérience professionnelle. Les conditions de départ. Alors, ce qu'on vous offre, c'est bien sûr le transport, donc de chez vous à Paris et de Paris à la mission avec les visas. Ce qui n'est pas valable pour l'entretien, bien sûr. Sur place, vous avez un hébergement. On vous donne un per diem, donc une somme allouée par jour selon le niveau de vie du pays pour tout ce qui est nourriture et frais d'hygiène. Vous avez des congés payés et vous avez un break au milieu des 6 mois à 3 mois, selon les zones, et c'est environ une semaine. Alors, ça dépend des endroits, mais en général, ça va être une semaine de break au milieu des 6 mois. L'assurance maladie pendant la mission, 3 mois après la mission. Le bilan médical et les vaccins, et donc la cotisation à la caisse de retraite des Français à l'étranger. Donc en gros, vous n'avez rien à débourser que pendant vos vacances. Avant le départ, comment ça va se passer? Il y aura des préparations au premier départ impératives. Ces PPD, comme on les appelle, sont tous les 2 à 3 mois et alternativement en anglais et en français. C'est le gestionnaire de pool qui vous inscrit à ces formations. Nous, les recruteurs, c'est pas notre champ d'intervention. Et il faut donc avoir fait cette formation avant de partir en mission. Et ça conditionne aussi la longueur d'obtention d'une mission, parce que par exemple pour les logisticiens, elle est complète jusqu'en juillet. Donc même si vous êtes recruté, vous ne ferez pas la formation avant soit juillet avec un peu de chance, ou bien septembre. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez des Welcome Days en présentiel ou en ligne qui peuvent durer de 2 à 3 jours. Nous n'avons pas encore le planning pour toute l'année 2019, mais les informations seront données au fur et à mesure. Et ensuite, vous avez les PPD techniques pour les logisticiens, 1 semaine, pour les administrateurs, 1 semaine, et 3 jours pour les médicaux et paramédicaux. Une fois la mission déterminée, on vous fait un briefing, comme vous l'expliquait Charlotte, sur le poste, la mission, le contexte d'intervention au siège, en capitale et terrain, la passation éventuellement avec celui que vous remplacez. Et on vous remet des situation reports, un organigramme, la fiche du pays, un carnet de route, des guidelines médicaux, logistiques, voilà, le plus possible pour que vous soyez confortable pour partir en mission. Revenir un peu sur le processus de recrutement, donc il y aura certaines redites, mais c'est important. Donc la première étape est effectivement la réunion d'information. Ensuite, vous allez déposer votre candidature sur le site internet avec donc lettre de motivation, CV, plus ou moins diplôme selon les métiers et des grilles de compétences. Les grilles de compétences, c'est ce qui permet que vous soyez validé techniquement. Votre CV est validé par des référents métiers et selon les métiers, vous avez une grille de compétences à remplir. Si vous ne la remplissez pas de manière exhaustive, précise et claire, on ne pourra pas vous valider ou on ne fera tout simplement pas passer votre dossier. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire avec minutie.
Si c'est bien fait, on vous envoie à la validation technique par notre référent métier, correspondant à votre métier, hein, et lui décide si votre expérience correspond à nos critères. Et à ce moment-là, s'il vous valide, vous avez le nom d'un chargé de recrutement avec qui vous aurez un premier contact téléphonique de 15-30 minutes qui permettra de déterminer si on peut se fixer un entretien en face à face. Les entretiens se font toujours à Paris. Si votre candidature est retenue, vous intégrez donc le pool international. Vous devrez participer à la préparation au premier départ. Et ensuite, vous attendez la première mission et donc le temps d'attente est variable selon les métiers, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, donc vous nous avez posé vos questions par écrit et sur le chat et nous allons y répondre. On va commencer vers les questions pour Charlotte. Alors, Charlotte, as-tu travaillé avec des psychologues jordaniens? Comment as-tu trouvé l'équilibre entre les différences culturelles? Très bien, donc j'ai effectivement travaillé avec des psychologues qui étaient jordaniens et palestiniens. Et la dimension culturelle est essentielle. Donc moi, si j'ai un conseil à donner en arrivant, c'est d'écouter. De ne pas arriver avec ce qu'on croit, avec ce qu'on sait, mais de s'asseoir, de demander à chacun comment il travaille, comment il perçoit la réalité des patients. Globalement, il y a eu 2 adaptations majeures. L'une, c'était la question religieuse, parce que c'est un pays dans lequel la place de la femme est très différente. Et où il pouvait y avoir, dans une équipe qui par ailleurs était très compétente dans ces techniques psychologiques, certains jugements sur certaines femmes dont la moralité n'était pas jugée acceptable, ou certaines. Et donc il fallait vraiment avancer avec beaucoup de prudence, beaucoup de respect, parce que c'est leur culture. Je me souviens de quelqu'un qui voulait appliquer une thérapie pour corriger l'homosexualité d'une personne. Donc voilà, il ne s'agit surtout pas de braquer le personnel autour de ça, mais MSF en même temps, on soutient les droits des personnes homosexuelles, donc il est évident qu'on ne va pas les rééduquer. Donc pour moi, ça fait partie de la richesse. On écoute, on ne perd pas de vue l'objectif qui est le nôtre, mais on arrive sans juger, sans imposer nos méthodes. Donc la première chose, c'était la question religieuse avec oui, une adaptation du soin, une adaptation des protocoles, et puis la question en elle-même du soin psychologique, puisque moi je suis plutôt de formation psychodynamique, psychanalytique. Maintenant avec le psychotrauma, je connais évidemment très bien certaines approches comportementalistes, et là, eux, ils étaient vraiment que sur du comportementalisme, ce qui pose pas de problème, ce qui je trouve très adapté à ce public-là. Donc à nouveau, on écoute, on voit comment ça fonctionne, on se sent pas perdu en disant « Ah mais je sais pas faire ». En fait, si on est du métier, on s'adapte assez rapidement aux techniques qui sont implantées depuis un moment. Et on accompagne, on enrichit, on améliore ce qui est en place et on se nourrit d'abord de ce qui existe depuis des années. Je ne suis pas venu créer un projet, je suis venu le soutenir, le développer, le perfectionner. Après, c'est très riche et ces personnes... Alors, ce que je dirais en place de manager, ce qui est le plus compliqué dans une équipe, c'est d'être bienveillant, chaleureux, tout en restant bien à sa place de professionnel. Parce que très souvent, ils essayent de vous proposer de boire un thé, de venir là-bas dans leur famille, voir leur mère, leur grand-mère. Et dans les situations que moi, en tout cas, j'ai trouvées avec beaucoup de rivalité, beaucoup de clivage entre des petits groupes de professionnels, aller dans ce système-là aurait juste aggravé les choses. Il faut être bienveillant avec tout le monde, mais sans basculer dans du copinage, sans basculer dans des choses trop affectives, sinon on perd complètement les repères. Donc on s'appuie sur l'équipe expatriée, on s'appuie sur d'autres choses pour se réguler émotionnellement. Mais attention, quand on représente comme ça un encadrement, et ce sera le cas de beaucoup de gens, sans avoir besoin d'être manager, de ne pas se retrouver au même niveau que les personnes qu'on encadre, dans les mêmes rumeurs, dans les mêmes histoires. Vous voyez, bien tenir une place où on sécurise et donc on est un petit peu à distance. Sinon, je peux la lire, tout simplement. Alors, avez-vous des traducteurs? Quelle équipe pour suivre les progrès des patients? Alors, évidemment, pas travailler sans traducteur. Toute mon équipe parlait l'anglais. Ça, à nouveau, c'est la Jordanie. Je suis pas sûre que ce soit partout. Il y avait juste une Palestinienne qui ramait un peu, mais en me posant calmement avec elle, à nouveau, en l'écoutant. En fait, elle se débrouille bien en anglais. Donc, avec des professionnels, je parlais l'anglais. Avec les patients, évidemment, j'avais une traductrice. Alors c'est essentiel, la relation avec la traductrice, le fait de la mettre en confiance, le temps qu'on prend avec elle au début pour s'assurer de la façon dont on va travailler, qu'elle comprend notre accent français, toutes ces choses-là.
J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un de remarquable qui adaptait complètement son body language, comme on dit, à ce que je faisais. Il demeure que, vous le verrez, pour les psychologues, pour les psychiatres, ça reste un peu frustrant. On fait du travail, mais je dirais qu'on est à 60-70% de nos capacités, dans la mesure où on ne peut pas associer exactement le mot et l'émotion quand les gens nous parlent. Mais ils sont quand même très heureux qu'on les écoute. Et au-delà de la question du soin psychique, de la psychothérapie, on fait beaucoup d'évaluations, beaucoup d'orientation, beaucoup de recherche aussi. Ça permet de relever énormément d'informations. Donc oui, traducteur, dès qu'il y a une langue que vous ne parlez pas, vous en aurez. Et puis, les progrès des patients, c'était mon travail pour le coup. Chaque professionnel devait relever des données. Vraiment, il y a des stats. Et je pense qu'à MSF, vous en aurez un peu partout. Petite case à cocher, les patients qu'on a vus, les tests. Et puis moi, je faisais rentrer dans les grandes statistiques que je remettais à jour tous les mois. Et au bout de 6 mois, on arrive vraiment à voir ce qu'on fait, ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on adapte. Les patients illettrés, les patients qui ont d'autres capacités, les enfants, les gens âgés. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec MSF, à nouveau. Soins, formation, recherche. Moi, mon travail en France, c'était ça. C'est ce que j'ai trouvé à MSF. Du coup, faites-vous de l'évaluation de l'impact du programme sur le moyen long terme dans un pays comme la Jordanie. Donc, j'étais en contact avec mon référent technique et ils ont vraiment une évaluation d'impact sur tout le Moyen-Orient, sachant que les cultures sont similaires sans être exactement les mêmes. On adapte les programmes au public et aux cultures, et donc on les révise. Là, par exemple, je suis partie en pointant certaines faiblesses dans la base de données où je ne pouvais pas faire apparaître certaines de mes interventions. Partie de l'activité n'apparaissait pas, ne me permettait pas d'avoir un retour sur l'efficacité de notre soin. Et tout de suite, là, je suis passée au siège à Paris. Ils étaient en train de retravailler la base de données. Ils vont l'envoyer à la personne qui a pris la suite, et on va avoir un nouvel outil pour mieux travailler. Donc ça, j'étais très contente. Donc, champ théorique à l'œuvre, ils n'en ont pas. MSF tout court, moi j'avais posé cette question-là direct parce que moi aussi ça me travaillait. Ils ne vont pas vous dire on est psychanalytique, on est behavioriste, on est systémique, on est plutôt neuropsy. Non, je crois qu'ils sont ouverts à tout ce qui marche. Évidemment, ils ont défini déjà sur un projet quelque chose qui est adapté à la population. Et on va s'insérer là-dedans, éventuellement le nourrir et l'enrichir. Et pour moi, ça n'a pas du tout été un critère de recrutement. Ils m'ont pas dit, comme vous êtes plutôt psychanalytique, on vous envoie pas en Jordanie où ça bosse avec du behaviorisme. Alors pas du tout. Et mon équipe m'a fait confiance, alors même que certaines de leurs thérapies, j'en avais mais jamais entendu parler. Je me suis assise, j'ai écouté, j'ai regardé comment ça marchait, c'est pas sorcier. Et de toute façon, il y a plein de choses que vous faites qui les aident. Donc même si ça, vous le ferez pas parce que peut-être vous n'allez pas trop comprendre ce que c'est pas gênant. C'est pas gênant. Sentez-vous légitime. Ils ont besoin de s'appuyer sur vous et ils ont besoin d'un expat parce que sinon, des places de manager, de personnel national, justement, il y a trop d'histoires affectives, il y a trop d'enjeux, et quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui peut un peu trancher et dire attendez, là il faut bosser comme ça, et puis là ça va pas, ça fait beaucoup de bien. Donc de façon bienveillante, après avoir écouté, mais ça nous permet de redresser la barre quand il y a des choses qui commencent à plus bien travailler. Comment gérer la souffrance absorbée? Alors, je trouve qu'ils sont incroyablement réactifs au niveau de la supervision. C'est-à-dire que j'avais une personne, déjà avant de partir, vous voyez toujours quand vous êtes première mission, en tout cas c'était mon cas et je crois que c'est le cas pour tout le monde, une psychologue à OCP, donc j'ai vu quelqu'un qui s'appelait Jamila, très gentille, on a parlé, je lui ai dit que je ne savais pas du tout ce que ça me ferait 6 mois parce que ça ne m'était jamais arrivé, donc on verrait bien. Voilà, il y a une cellule psychologique de soutien aux équipes que vous pouvez contacter à tout moment, avant la mission, pendant la mission, ou même longtemps après, même quand vous n'êtes plus MSF, si ça va mal. C'est vraiment bien, ils vous soutiennent. Et donc pendant que j'étais là-bas, j'avais une supervision, donc normalement tous les 15 jours, avec une personne qui était psychiatre dans MSF. Honnêtement, j'étais débordée de boulot et je me sentais plutôt bien. Donc je dis c'est bon, 3 semaines, 1 mois, bon, c'est un grand classique, mais prenez-les vos supervisions. Mais la vérité, c'est que j'avais derrière moi, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, un super coordinateur de projet qui s'inquiétait tous les jours de savoir si j'allais bien. J'avais en ligne très régulièrement le responsable de la mission à Amman, la personne qui était référent technique à Paris, qui en même temps qu'on ajustait des points, me demandait comment je me sentais, comment ça allait. Je me suis pas du tout senti lâcher, quoi. Et quand j'avais un petit coup de je râle, bon, ils étaient là tout de suite, quoi. Tout de suite. C'était pourquoi ça râle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Et hop, on reprenait le truc ensemble. Après, ça vous permet pas de gérer forcément le fait que les gens que vous aimez vous manquent, le fait qu'il se passe des choses importantes dans votre pays où vous n'êtes pas et vous pouvez pas y faire grand-chose. Je me rappelle d'un jour, j'étais vraiment pas bien parce que voilà, quelqu'un que j'aimais allait mourir et puis j'y étais pas, quoi. Et puis il y a mon PC qui me regarde et qui me dit, enfin il me le dit en anglais, quoi qu'il se passe en France, tu peux pas y faire grand-chose. Et ça m'a cassé en deux, quoi. Mais c'était vrai.
Et donc on se pose, on le sait, on ne peut pas intervenir à 5000 km de là, donc on se ressente sur là où on est, on fait le mieux qu'on peut. Et puis maintenant, sur la plupart des terrains, vous avez plutôt bien accès à Internet, hein, ce qui n'était vraiment pas le cas il y a 10 ans. Donc vous pouvez envoyer un long message, recevoir des nouvelles. Par contre, tombez pas dans l'addiction au WhatsApp, dans le machin où on n'arrête plus, parce qu'alors on ne sait plus trop où on est, je trouve. Attention à ça, hein. Mais des points, un soutien d'MSF, complètement, hein. Vous n'êtes absolument pas lâché. Et si ça ne va pas, n'attendez pas pour le dire. N'accumulez pas, hein. Formulez vos émotions au moment où elles viennent, et vous verrez qu'il y a peut-être un jour où vous dites je peux plus, ça va pas du tout, puis en fait on en parle et 2 jours après vous êtes reparti, quoi. Vous êtes, moi j'insiste toujours sur le fait que il faut pas quitter un lieu sans avoir appris, sans avoir compris ce qui s'y produit, ce qui s'y passe, hein. Voilà, je passe à Florent parce que je crois que j'ai fait les questions qui sont sur le papier. Oh. Alors, où se déroulent les formations au premier départ? Vous m'entendez? Oui, je pense que oui. Ok. Les formations au premier départ, commun, donc c'est-à-dire avec tous les métiers, on ne sait pas encore si elles seront en présentiel ou en ligne ou les deux. Donc je suis désolée, je ne peux pas vous donner des précisions, mais sinon c'était à Paris, donc je ne sais pas si ça le sera encore. Ensuite, les préparations au départ médicaux sont à Paris. Et les logisticiens et administrateurs sont jusqu'à aujourd'hui à Bordeaux, donc en France, dans le sud-ouest de la France. Alors ensuite, la durée maximum entre l'intégration dans le pool et la proposition de mission. C'est très variable en fonction des métiers. Aujourd'hui, malheureusement, hein, les infirmiers et les logisticiens attendent quasiment 1 an à partir du moment où ils sont intégrés dans le pool jusqu'à la proposition de mission, parce que on a des pools bien remplis, les gens postulent énormément, et du coup, le temps d'attente pour la préparation au premier départ est long, et pour la première mission est long. Donc pour les infirmiers et pour les logisticiens, on dit que le délai d'attente est environ de 12 à 18 mois, pour être pessimiste, hein. Et en fait, on invite même les infirmiers et les logisticiens généralistes à repostuler dans 6 à 9 mois. Donc je sais que c'est très dur à entendre parce que vous avez sûrement des motivations fortes et profondes, mais vous pouvez toujours essayer de postuler, hein, mais vous risquez de recevoir ce message, merci de repostuler dans 6, 9, 10, 12 ou 18 mois. Et donc il faut comprendre par ça que ce n'est pas forcément votre profil, mais que c'est parce qu'on n'a pas de besoin en fait. Et ça ne sert à rien de vous recruter si on ne vous fait pas partir. Il faudra refaire l'entretien, vous pouvez avoir eu un enfant entre-temps, avoir changé d'avis, donc voilà. Donc pour infirmier et log, compliqué. Pour les psychiatres, hein, comme disait Charlotte, on en a besoin plus, ce qui fait que le délai d'attente, honnêtement, il peut être de 1 mois, hein. Après, c'est 3 mois en général, parce qu'il faut faire la préparation au premier départ. Donc on va dire 3 mois en moyenne, mais on en a vraiment besoin. Les pharmaciens hospitaliers aussi, on a quelques besoins, mais il faut avoir un très bon niveau d'anglais parce que ce sont sur des missions anglophones. On a une mission au Liberia qui fait de la chirurgie pédiatrique. Donc on a besoin de chirurgiens, anesthésistes et infirmières pédiatriques qui parlent anglais parce que le Liberia, c'est en anglais. Sinon, il n'y a pas d'intérêt parce qu'il y a une grosse part de formation sur ce projet au Liberia. On a besoin de réanimateurs pédiatriques. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est réanimateur là dans l'eau. Anaël Panel. Dans le panel. Ah pardon. Excusez-moi, c'est la fin de journée. Donc, nous avons un médecin réanimateur dans le panel qui ne s'appelle pas Anaël. Et donc, on a besoin de médecins réanimateurs, oui, pas sur toutes nos missions parce que c'est quand même très spécifique et on n'a pas de réa à proprement parler. Enfin, si, on en a quelques-unes, mais on n'en a pas partout. On a plutôt des soins intensifs en règle générale. Donc on en recrute, mais il n'y a pas énormément de postes, donc le délai d'attente est relativement long. Et encore une fois, c'est plutôt dans des contextes anglophones. Par contre, les pédiatres, les réa pédiatres, ouais, on en envoie au Liban et au Liberia. Les gynécologues obstétriciens parlant anglais,
On en a besoin aussi. Il nous en manque énormément. Encore une fois, sur des contextes anglophones. On est MSF France, donc vous vous doutez bien que le plus compliqué pour nous, c'est de trouver des gens qui parlent bien français. Parce que d'une part, faut bien anglais. D'une part, faut se l'avouer, les Français sont pas très doués en anglais, mais moi la première, je m'incrimine d'abord. Et d'autre part, parce que bien sûr, on trouve les Anglais qui parlent bien anglais dans les pays anglophones. Voilà, je m'étale pas plus. Et après, c'est tous les postes avec coordination. Donc les coordinateurs de projet, les chefs de mission, les expérimentés autres ONG dont on a besoin. Et les expérimentés autres ONG, contrairement à quand on est non expérimenté ONG, peuvent postuler en coordination. J'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. Sur la capitale, en coordination, quand on a une expérience ONG, on peut prétendre à un poste de coordinateur FINO RH, par exemple. Si on est chef de mission, on peut partir soit coordinateur de projet, soit député chef de mission. Donc bras droit du chef de mission. Mais voilà, en capitale, c'est possible quand on a de l'expé ONG. Et en ce moment, c'est assez nouveau, donc on ne communique pas encore sur les sites. On recherche des médecins et infirmiers qui ont des compétences en soins palliatifs et ou qui sont oncologues pour les médecins et infirmiers qui ont travaillé en oncologie parce qu'on va ouvrir des projets de prise en charge du cancer du col de l'utérus sur 2 projets. Voilà, donc en gros, en fait, je résume, la durée d'attente de la première mission dépend de son profil. Anesthésiste, tu as eu la question. Anesthésiste, encore une fois, c'est très variable. On en a recruté énormément quand on a eu l'urgence à Gaza. Donc là, on est plutôt dans des durées d'attente qui peuvent être de 3 à 9 mois, à peu près. Voilà. Oui, gynéco-obs, on a dit qu'on avait besoin en plus. Oui. Comment organisez-vous les activités avec les agents du ministère en zone de conflit? En fait, c'est un peu comme ailleurs, même en zone de conflit. Soit en fait, sur une structure qui n'est pas à nous. Soit on intervient en support, donc soit en support RH ou médicaments, soit on fait un contrat avec ces gens-là, parce qu'en général, ils ne sont plus payés par le ministère de la Santé, qui n'existe plus au moment du conflit, et on les rémunère directement. Donc, du coup, on peut être mélangé staff MSF et staff ministère de la Santé dans un même hôpital. C'est assez variable et ça dépend des projets, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on fait dans toutes les structures dans lesquelles on arrive de se coordonner avec les agents du ministère de la zone. Avez-vous des retours négatifs de la population quant à votre travail? La plupart du temps, non. Mais ça arrive. MSF est neutre, impartial et soigne tout le monde. Donc vous vous imaginez bien que quand je soigne le belligérant A qui a probablement tué le belligérant B, la famille du belligérant B va pas être heureuse. Donc de temps en temps, au niveau personnel, c'est compliqué. Et après, à plus grande échelle, ça peut l'être aussi. La plupart du temps, on est accepté et c'est cette acceptation qui aussi nous met en sécurité. Y a-t-il des actions qui se mènent quotidiennement pour améliorer l'acceptance de la population? Alors la question, elle n'est pas claire pour moi, parce que est-ce que c'est l'acceptance par la population ou de notre présence? Alors de notre présence, pour que la population nous accepte, oui, je dirais quasi quotidiennement en fait, parce que ce soit au niveau de la capitale en coordination, le chef de mission qui va discuter avec les autorités, les différents ministères, les autres ONG, les belligérants, sur nos activités, l'impact de nos activités et notre utilité. Il y a déjà un impact. Pareil, sur le terrain, le coordinateur de projet ou les managers de chaque activité peuvent faire de la communication sur nos actions. On peut avoir aussi des
des agents de santé ou des promoteurs de la santé qui vont dans les villages expliquer ce que fait MSF pour que l'on comprenne et que l'on soit accepté via notre utilité médicale. Après, des fois, oui, il y a je repense par exemple à Ebola, on n'a pas forcément été bien reçu, bien accepté par rapport à notre prise en charge pour plusieurs raisons, ça a été compliqué. Donc ça arrive, mais ça reste rare. Pourquoi ces 2 années d'hospitalier pour les médecins généralistes ? Alors ça a changé assez récemment. En fait, on s'est rendu compte que les médecins généralistes qui n'avaient pas d'expérience hospitalière, on ne les faisait plus partir parce qu'on n'a quasiment que des structures hospitalières et on faisait plutôt partir les gens qui avaient 1, 2, 3 ans d'expérience en hospitalier. Donc il y a cette raison-là. Et la deuxième raison, c'est que pour certains médecins, bien sûr pas pour tous, ils étaient en difficulté en fait sur nos énormes projets hospitaliers parce que même s'ils avaient fait des stages, des internats en hôpital, c'était pas du tout le même type de responsabilité et ils se retrouvaient en difficulté. Voilà, donc tout ça a fait qu'on a décidé d'augmenter les critères pour les médecins généralistes, tout en étant conscient que pour les Français, certains Européens et certaines autres nationalités, ça allait être excessivement difficile d'avoir ces 2 années d'hospitalier, parce que quand on est médecin généraliste, on n'est pas médecin hospitalier. Donc on est conscient de la frustration que ça peut apporter, et ça a été des grosses discussions au sein de MSF, mais finalement, il faut être pragmatique. On a fait un état des lieux, ils ne partaient pas ou n'étaient pas confortables, eh bien nous devons d'augmenter les critères pour une meilleure prise en charge des patients, mais aussi pour que nos expatriés ne soient pas complètement déroutés de leur première mission. Voilà pourquoi ces 2 années d'hospitalier sont demandées. En dehors du break de 3 mois, y a-t-il des jours off? Alors ça dépend des missions. Sur les urgences, je vous avoue qu'on peut travailler tous les jours. Ou juste prendre son dimanche après-midi et avoir des horaires absolument incroyables. Mais les missions d'urgence durent moins longtemps et en général, on n'envoie pas une première mission sur une grosse urgence. Malgré tout, il faut essayer de prendre son dimanche minimum pour tenir le long de la mission. Et souvent, ce qui se passe sur les projets, c'est qu'en général, on a son samedi après-midi et son dimanche. Voilà. Mais grosso modo, on est très flexible quand on est expat, on est volontaire et on y va, on sait que on y va pour travailler et travailler dur, on y va pour travailler pour les bénéficiaires, on compte pas ses heures. Après, il faut savoir se ménager, donc il faut trouver un juste équilibre entre je m'investis dans le projet et je me préserve aussi pour tenir tout du long de la mission. Voilà. Ben, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Élise. Ok. Les entretiens se font-ils toujours à Paris? Oui. Parfois à distance? Non. Jamais, sauf pour le staff national, donc qui a travaillé pour MSF dans le pays dans lequel on est, parce qu'on les connaît déjà en fait. Les entretiens à distance sont sont vraiment de moins bonne qualité en fait en termes de tout ce qu'on doit observer sur un entretien. Donc oui, c'est forcément à Paris. Après, nous avons 2 antennes de recrutement, une à Abidjan qui s'occupe de l'Afrique de l'Ouest, de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, et une à Dubaï qui s'occupe de certains pays du Moyen-Orient. Et eux se déplacent par contre dans les pays, ils sont plus mobiles que nous. Donc selon votre pays de résidence, le chargé de recrutement, s'il a plusieurs candidatures dans votre pays, peut être amené à vous rencontrer dans la capitale. Voilà, mais en tout cas pas pour les Français et certains pays d'Europe, d'Afrique et c'est à peu près tout, certains du Moyen-Orient, je crois. Combien de temps pour la validation technique? Alors, en général, c'est maximum 6 semaines pour avoir une réponse, à savoir est-ce qu'on est validé ou pas. Selon les moments, ça peut être un peu plus long parce que nos référents techniques, eh bien, ils vont aussi sur le terrain. Et du coup, à ce moment-là, ils ne sont pas dispo pour la validation technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Quand vous n'avez pas de mail de MSF, ça veut dire que votre dossier n'a pas avancé, mais qu'il n'est ni rejeté ni accepté. Voilà, donc moyenne 6 semaines, on va dire. Mais après, avec MSF, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on répond, ça dépend.
Les critères de recrutement pour la mission France sont-ils différents? Pool, Staffnet. Oui, ils sont différents. Et je ne sais pas vous en parler parce qu'on ne s'en occupe pas. Donc en fait, moi, j'ai aucune info. Mais je sais qu'ils sont différents, ouais. Parce que les Français sont considérés comme des staffs nationaux avec des contrats de droit français. Mais du coup, ils n'intègrent pas le pool, en fait. Ils passeront pas par nous. Ils passeront pas par les chargés de recrutement de Paris. Et donc, ils partiront pas après en mission s'ils n'ont pas postulé chez nous. Enfin, sur le pool international. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Pardon. La politique d'avortement est très claire. Est-ce parfois un danger dans certains pays? Oui, 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 bien sûr. Il faut pas se voiler la face, hein. Ça peut être un danger dans certains pays quand le contexte légal est restrictif ou quand l'acceptation culturelle est très faible. Donc nous, on pèse toujours hein, le bénéfice-risque, c'est-à-dire est-ce que si on fait cette activité, il y a un risque pour nos staffs, un risque trop gros que l'on ne peut pas mitiger. Est-ce qu'il y a un risque pour MSF à se faire poursuivre? Est-ce qu'il y a un risque pour MSF de se faire mettre dehors du pays? Et en fonction de tout ça, quand cette mitigation est faite, on décide de la possibilité d'offrir l'accès à un avortement ou pas. À toute femme qui le demande. Et c'est en ça qu'elle est compliquée, hein, cette politique à mettre en place sur les terrains. Malgré tout, on travaille sur ces questions-là et c'est vraiment une volonté d'MSF de faire accéder à toute femme qui le demande, quelle que soit la raison, à un avortement médical sécure. Voilà. Est-ce qu'on en a terminé pour les questions, Élise? Ouais. Est-ce qu'il y a encore des missions où les médecins ne sont pas managers ou formateurs, mais simplement cliniciens? Oui, 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 il y en a encore, oui. Les spécialistes peuvent être plus cliniciens que managers ou formateurs. Donc oui, 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 ça existe. Après, c'est missions dépendants et profils dépendants. Les contrats pool international ne sont pas sous le droit français? Si. Si, si, si. En tout cas, pour les résidents français, vous êtes sous le droit français. Et après, pour les autres pays, ça dépend de la section contractante, en fait. Alors, je vous avoue que j'ai du mal à répondre à ces questions parce que nous, on ne gère pas les contrats. C'est un peu compartimenté à MSF, mais en tout cas, pour les résidents français, c'est un droit français. Pour les autres pays, ça dépend de la présence ou non d'une section MSF. Mais je ne sais pas vous en dire plus. Alors, même question que Nolwenn, mais pour les pharmaciens d'officine, sont-ils forcément managers? Alors, les pharmaciens, oui. Typiquement, un pharmacien, il a une équipe de gestionnaires de stock, éventuellement de pharmaciens nationaux, mais pas toujours. Et donc, vous êtes manager, vous gérez cette équipe, vous la formez, vous améliorez les choses dans votre pharmacie, dans votre stock, dans la délivrance des médicaments, voilà, dans le travail avec les paramédicaux. Ouais. Après, c'est des petites équipes, mais malgré tout, ça reste du management. Est-ce que c'est tout bon? Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions qui viennent. Moi, je pense que je n'ai rien oublié. En tout cas, j'espère. Je refais juste un petit tour dans mes notes. Ah si, je voulais vous préciser quelque chose quand même. Charlotte a eu de la chance d'avoir cette mission, c'est-à-dire d'avoir une mission dans un contexte sécuritaire plutôt calme, hein, même si c'est volatile, mais plutôt calme. Du coup, d'avoir moins de règles sécuritaires qu'ailleurs, et donc du coup plus de liberté, et aussi plus de confort qu'ailleurs. Typiquement, moi, sur mes missions, j'ai jamais eu de confort, sauf une fois où j'étais en capitale, mais à Bangui, en Centrafrique, et le confort était quand même minime. Donc, ça dépend vraiment de son parcours. MSF fournit toujours le minimum, un lit, une moustiquaire, des draps, de quoi se laver, aller aux toilettes. Enfin, il faut que vous dormiez, que vous vous reposiez, hein, mais ça peut être assez précaire. Donc ça, il faut en être conscient et du coup en être capable. Et aussi, par rapport aux zones sécu, ben voilà, vous pouvez être amené dans des zones complètement instables, et ça, il faut bien réfléchir. Est-ce que je suis capable de le supporter ou pas, en fait, hein. C'est vraiment une question qu'il faut creuser avant de postuler.
Et voilà, c'était quelque chose. C'est pas pour être négative hein, que je vous dis ça, mais c'est juste pour que vous soyez conscient que on a plusieurs types de missions, qu'il y a des missions dans des meilleures conditions que d'autres, qu'on ne choisit pas sa mission par rapport à ça, mais plus par rapport soit à la sécurité, soit par rapport à la thématique éventuellement, mais qu'en tout cas, les missions comme celle-là sont plutôt rares. C'est tout ce que je voulais rajouter. Oui, on peut demander à être envoyé hors zone de conflit parce que voilà, l'appréhension de la sécurité, c'est personnel. Donc ça, c'est tout à fait une raison valable de refus de mission. Après, il faut juste être conscient que vous postulez pour MSF. 70% de nos missions sont en zone de conflit et que donc en ne voulant pas aller sur une zone de conflit, vous restreignez vos possibilités d'être affecté à une mission. Du coup, vous rallongez le délai d'obtention d'une première mission. Mais une fois que vous êtes conscient de ça, bon, il y a pas de, enfin, on peut tout à fait demander à ne pas être envoyé en zone de conflit. Alors, il n'y a pas de test technique, non, chez nous. Voilà. Ben, c'est tout. Donc voilà, écoutez, merci de votre écoute. En tout cas, j'espère que ça vous aura apporté toutes les informations possibles et que ça vous aidera à préparer votre candidature et votre niveau d'anglais. J'insiste là-dessus. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et puis encore une fois, merci Charlotte, merci beaucoup de ta participation. Merci. Et peut-être à la prochaine. Bonne soirée. Au revoir.